Je m'appelle Stéphane Bellavance et vous écoutez le deuxième épisode du balado « Et si on se déplaçait autrement ». Dans cet épisode, on va explorer différents moyens innovants susceptibles d'améliorer l'expérience des usagers, tout ça dans une approche de mobilité intégrée, et notamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Mais surtout, comment s'assurer que le tout demeure accessible pour tous? Oui, je suis un utilisateur du transport en commun, le métro et le Bixi qui s'en vient éventuellement. Oui, je suis une utilisatrice des transports en commun. Non, je n'utilise pas le transport en commun. Ben oui, nous sommes des utilisateurs des transports en commun de Montréal, parce que notre fils est sur Outremont et on n'a pas de véhicule, donc on est arrivé en avion, on a utilisé les transports en commun, le bus et le métro. Pouvoir rentrer là-dedans, moi, j'imagine. Ah non, c'est un sens unique. C'est ça, je suis en ville, puis je suis en auto. Je pensais pouvoir rentrer, je peux pas rentrer, c'est un sens unique. Il faut que je te retourne, il y a des travaux partout. Bon, là, on arrive au stationnement incitatif du métro Radisson. Et en cherchant un stationnement, puis là, je suis tellement mal faite parce que même si je suis en voiture puis je suis rendu, je cherche un stationnement le plus près de la porte possible. Comme si marcher 30 pas allait être dangereux pour ma vie. Enfin, bref. Ce que je réalise en arrivant ici, c'est que finalement, la voiture que j'utilise tout le temps et que j'aime tant n'est pas complètement exclue du projet. Elle en fait partie. Elle peut m'accompagner un petit bout de chemin. Je la délaisse pour la journée. On se retrouvera. L'amour reviendra en fin de journée. Et cette formule, la voiture qui fait partie du trajet, bien, ça me parle, ça. Je le laissais aujourd'hui. Monsieur le directeur. Rémi Villeneuve est directeur des systèmes de transport intelligents à l'ARTM. Il est à l'ARTM d'ailleurs depuis 2017 et il a travaillé plus d'une décennie en Europe pour développer des systèmes de transport intelligents. Mes fonctions, en fait, on est une petite équipe de 6 personnes et on s'occupe du système Opus, le système billettique Opus que tout le monde de la région de Montréal et Québec connaissent. On est en lien direct avec le gestionnaire délégué qui est la STM. On s'occupe de l'évolution. On lance la fléchette dans 5 ans et on dit on veut aller dans cette direction-là. On est aussi responsable de l'application mobile Chrono. On fait le pont entre les gens qu'on dit business, là, ceux qui ont le besoin, qui expriment le besoin fonctionnel, et ensuite ceux qui sont plutôt du côté technologie de l'information, qui sont dédiés à la mise en œuvre. Est-ce qu'on peut définir le concept de transport intelligent, s'il vous plaît? Le transport intelligent, il est difficile à définir, mais par contre, le système de transport intelligent, lui, est plus simple. Ça fait référence au fait que ces systèmes-là communiquent avec celui qui l'utilise, soit avec l'usager ou soit l'opérateur qui gère le réseau. Par exemple, un système d'aide à l'exploitation va permettre à un conducteur, un chauffeur de bus, de gérer son avance-retard. Il a le droit d'être en avance 1 minute, mais pas plus. Et il a le droit d'être en retard 3 minutes. Ah, OK. C'est pour ça que c'est intelligent, c'est-à-dire que l'information, elle circule dans les deux sens. C'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Puis est-ce que dans ce centre de contrôle-là, on voit que cet autobus-là, mettons, va avoir un peu trop d'avance, donc on va communiquer avec le chauffeur? Exact, oui. Et ce système de transport intelligent va être au cœur du grand projet de la RTM de mobilité intégrée. En fait, oui, c'est déjà des équipements, des dispositifs qu'ont chacun des organismes de transport, là, qu'on appelle les OPTC. Petit lexique de la mobilité intégrée. L'acronyme OPTC désigne un organisme public de transport en commun. Au sein de la RTM, ça inclut les sociétés de transport collectif qu'on connaît comme EXO, la STL, le RTL et la STM. Et c'est au cœur parce que ça génère le volet information voyageur de tout ce qui est mobilité intégrée. La mobilité intégrée, c'est d'un côté l'offre de services avec la tarification et de l'autre côté, c'est toute l'information voyageur qui fait le lien entre les deux. Donc, ces outils-là génèrent les informations pour le volet information voyageur. On n'est pas les premiers dans le monde à réfléchir à la question. Qu'est-ce qu'on remarque pour l'instant ailleurs? Qu'est-ce qui soulève l'intérêt? À peu près tout le monde, c'est le sens de l'histoire, là, de toute façon. À peu près tout le monde pense aux mêmes choses, au même concept de mobilité intégrée, là, c'est-à-dire intégrer plusieurs types de services ensemble sur une seule offre, ou du moins sur un portail unique. Les obstacles sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire de faire converger les intérêts d'une collectivité publique avec les intérêts d'un opérateur privé. Mm-hmm. Et c'est là où la technologie a une part, c'est-à-dire qu'elle facilite
parce que c'est des échanges qui doivent se faire en temps réel, là. Et c'est là où la technologie peut aider à mettre en place ce genre de démarche. Et là, ben, le but ultime de tout ça, là, concrètement, là, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive? Là? On prend quelqu'un comme moi qui veut se déplacer. Qu'est-ce qui va nous arriver quand ça va fonctionner? Le but ultime, c'est, et ça c'est le mandat de la RTM, c'est d'offrir à la population le plus grand éventail possible de services de mobilité. On a une mission spécifique sur le transport collectif, mais il faut aussi aller chercher d'autres partenaires. Si je fais un parcours client nominal, là, c'est la personne qui veut se déplacer, eh ben, elle va s'ouvrir un compte, ce qu'on appelle le compte mobilité, dans lequel elle pourra renseigner ses préférences. Dire, moi, je veux pas faire de métro, ou je sais pas, je suis claustrophobe, peu importe. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. Ça vous appartient, on vous juge pas. Je veux pas tel mode. Je veux prendre quelque chose le plus carboneutre possible, par exemple. J'aime les exemples parce que c'est pas juste je veux arriver vite. Ce que les gens veulent, c'est des options. Et puis plus de services, ça c'est sûr. Là, la fréquence, on veut plus de bus, on veut plus de ça, c'est normal. Mais là, je reviens sur la définition du transport intelligent, c'est qu'on a une plateforme qui nous parle. On a une plateforme qui est capable de nous envoyer la photo de la façon dont les services sont consommés. Et cette photo-là, on peut la prendre et la réinjecter dans les mécanismes de planification. Et c'est là où, à un moment donné, c'est pas le mouvement perpétuel, là, mais en fait, on alimente la machine. Quand je dis la machine, c'est toute l'infrastructure et tout le mécanisme de planification des transports. Là. On alimente ça avec des données qui nous remontent en temps réel. Et on s'approche de la synchronisation des offres de services. Est-ce que c'est un peu ça, ton exemple de la brochette? Oui. Le principe de la brochette, c'est facile. C'est quand on fait un barbecue, il y en a toujours dans la gang qui n'aiment pas le piment, qui n'aiment pas l'oignon ou qui n'aiment pas le champignon. Ben là, si tu n'aimes pas l'oignon, tu t'en mets pas. Mm-hmm. Donc, tu choisis vraiment les services dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. C'est de la liberté, là. Et ça va fonctionner. Oui, ça, c'est primordial. C'est le souhait numéro 1, c'est d'arriver à matérialiser ce concept-là. Ce qu'on souhaite, finalement, c'est comme la télé à la carte, mais ce serait le transport à la carte. C'est ça. Mais éventuellement, avec ce que j'entends en ce moment, c'est que peut-être pas 15 minutes avant de partir, on va se donner une chance, là. Ouais. Mais l'idée, c'est que rapidement, sans que j'ai à prendre un paquet de décisions, à choisir un paquet de trucs, en me demandant si ça va fonctionner, le trajet va se faire tout seul. Puis on va me dire, débarque ici, embarque là, marche un peu là, va-t'en à gauche, va-t'en à droite, t'es arrivé, bravo. C'est ça. Et pour arriver à ça, il faut que les gens veuillent travailler ensemble. C'est-à-dire que ça implique plusieurs types de services de mobilité, pas juste le transport collectif. Oui, parce qu'on n'est pas en Europe ici. On n'a pas pensé, quand on a construit nos villes, de mettre des tracts de chemin de fer partout puis des tunnels. Puis, fait qu'on les a pas. On peut pas construire le REM, là, mais on pourra pas en construire 45 de ça dans la ville, là. Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser ce qui existe déjà. Il faut là. s'appuyer sur ce qui existe et il existe beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas. Comme par exemple? Des gens qui sont prêts à faire du transport, du covoiturage. On n'a pas actuellement de plateforme il y a plusieurs petites plateformes de covoiturage. C'est un principe qui est très volatile. On a de la difficulté à établir un modèle qui peut fonctionner pour tout le monde. Mais avec le type de démarche qu'on veut faire, c'est que les différentes plateformes, on va pouvoir les synchroniser. Et tout ça, ça passe par le fait qu'on reçoit de l'information, qu'on voit la façon dont les gens consomment les services de mobilité. On va se faire une mise en situation. Mettons, dans quelques années d'ici, on va dire 5-6 ans. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Donc, c'est quand même assez proche. Oui. On imagine qu'un matin, je vais partir de moi, j'habite l'Assomption et j'ai besoin d'aller au centre-ville de Montréal. Ce matin-là, je décide de ne pas prendre ma voiture. Je vais prendre le transport en commun, la mobilité intégrée. Je vais l'utiliser. Je vais aller sur mon compte pour commencer. Le compte dans lequel j'ai mis mes préférences. Oui. J'aime l'autobus, j'aime le métro, je veux que ça aille vite. Et là, je vais dire, j'ai besoin d'auto centre-ville à 10 heures. Qu'est-ce que tu me proposes? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va apparaître dans mon écran? En fait, le dispositif passe en revue toutes les offres de transport, comme un calculateur, comme Chronomobile actuellement, là, ou Transit. Ce qui va monter en tête de liste, c'est selon tes préférences. Et là, je donne par exemple, s'il n'y a pas d'offre de transport collectif qui répond à mettons que tu veux partir dans 30 minutes. Là, puis l'autobus est déjà passé. Elle est déjà passée ou la prochaine est dans 40 minutes. Ben, le dispositif va te proposer une offre alternative.
genre un covoiturage qui part dans 15 minutes du provisoire pas loin de chez vous. Il va me dire, Monsieur Villeneuve est au provisoire à côté. Et donc, tu vas pouvoir acheter ton titre, le titre qui correspond à ton trajet pour te permettre de te déplacer en toute légalité. Le titre, vraisemblablement, tu vas pouvoir le mettre sur ton téléphone. Et là, tu te diriges vers le provisoire, tu montes dans la voiture, tu montes ton titre. Le chauffeur, normalement, s'il fait partie du dispositif, il va avoir quelque chose pour acquitter ton droit de transport. Il va t'amener à, par exemple, Honoré-Beaugrand, qui est au bout de la ligne verte. Tu revalides en entrant, mais tu n'as pas à racheter un autre titre. Donc, je prends le métro. J'ai dit au revoir à M. Villeneuve parce que je suis un garçon poli. Je prends le métro, je fais les quelques stations que j'ai besoin de faire et dans mon trajet, on me propose un Bixi. Donc, quand j'arrive sur place, est-ce qu'il y a un Bixi qui m'attend? Oui, il y a un Bixi qui t'attend. Réservé pour moi? Oui, parce que tu vas l'avoir intégré il va être intégré dans ton trajet. Tu vas avoir validé le trajet en question. Donc, automatiquement, ça va te réserver un Bixi. Donc, si pendant mon trajet, quelqu'un veut prendre mon Bixi, ça va être écrit non, il est réservé à Stéphane. Probablement, oui. J'ose espérer que oui. En fait, quand je parlais de synchronisation des offres, ça permet notamment de s'assurer que l'ensemble de ton trajet est sécurisé. Ben, merci beaucoup, Rémi, et on se revoit dans 5 ans dans le stationnement d'un provisoire. En discutant avec M. Villeneuve, c'est fou de réaliser en ce moment tout ce qui se trame avec cet immense projet de mobilité intégrée, tout le monde qui travaille là-dessus, toutes les solutions amenées sur le terrain, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui nous attend dans pas si longtemps, c'est vraiment fou. Mais est-ce que ça va vraiment être accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde aura les moyens de l'utiliser? Est-ce que tout le monde sera capable de l'utiliser? Est-ce que ça sera accessible? Merci, Sarah, d'être là. Ben, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être ici. Trajectoire Québec. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Qu'est-ce que vous mangez en hiver? Ben, au printemps, l'automne, pas l'été aussi. Sarah V. Doyon est directrice générale de Trajectoire Québec. Trajectoire Québec, on est une association d'usagers. Dans le fond, notre mission, c'est de faire la défense collective des droits des usagers du transport collectif. Et à ça, on s'est ajouté une deuxième mission parce que, tu sais, on manquait un peu de travail. Puis, on s'est dit, on va aussi faire la promotion du transport collectif. On parle de mobilité intégrée. C'est donc d'intégrer tous ces modes de transport collectif-là ensemble pour en faire comme un seul, si on veut. Un seul, puis essayer de le rendre compétitif à l'automobile, tu sais, à la voiture privée. Il n'y a rien de plus facile que de prendre sa voiture. Si tu possèdes une voiture puis elle est stationnée en avant de chez vous, c'est quand même facile. On va se le dire, c'est simple d'utilisation. On maîtrise cette technique-là. Puis l'idée de la mobilité intégrée, c'est un peu de contrebalancer ça. C'est de se dire, bien, en combinant l'ensemble des modes, toute l'offre qu'on a sur le territoire, bien, tu vas être capable de te déplacer facilement. Puis tu vas même pouvoir rentabiliser ton temps. Vous êtes donc dans ce grand projet-là de mobilité intégrée, vous êtes un peu la voix du citoyen, la voix de l'utilisateur, si je ne me trompe pas, là. Exactement. C'est notre rôle. C'est pas toujours facile, hein. On n'a pas les oreilles de tout le monde. Tout le monde ne nous appelle pas, mais c'est notre travail, finalement, de comprendre les besoins de l'ensemble des usagers puis essayer de faire reconnaître l'ensemble de ces besoins-là qui sont variés, hein, parce que l'usager type, là, il n'existe pas. Mais en complémentant, en mettant tous les modes ensemble, dans le fond, on peut répondre aux besoins du plus grand nombre. Mais comment on va faire pour convaincre des comme moi, qui sont des utilisateurs de la voiture, comment on va faire pour les convaincre que la voiture est peut-être pas le moyen le plus simple et le plus efficace? Bien, c'est en démontrant tous les avantages, oui, de l'utilisation du transport collectif. Puis c'est aussi peut-être en réduisant l'attractivité de la voiture. À chaque fois que tu es pris dans le trafic, bien, peut-être que tu vas penser à d'autres façons de te déplacer. Ça va être de convaincre ceux qui, comme moi, malheureusement, n'utilisent jamais les transports en commun, leur dire « Hey, ton auto, là, elle est peut-être pas si hot que ça. » Peut-être pas si hot que ça. Pour toi, pour la société, il y a plein d'avantages au transport collectif, à l'utilisation du transport collectif sur ton portefeuille personnel. Le transport, là, c'est le deuxième poste de dépenses des ménages québécois. Il y a 20% du budget des ménages du Québec qui est alloué au transport. C'est beaucoup, là. On réalise pas que ça peut être une économie substantielle de dire, mettons... C'est juste derrière le loyer, c'est devant l'alimentation. Ça nous coûte plus cher de se déplacer en voiture que ce que ça nous coûte pour se nourrir. C'est quand même fascinant. Une fois qu'on a acheté une voiture, on dirait qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait en sorte qu'on oublie combien ça coûte. Eh bien, je vous invite à aller sur le calculateur de la CAA qui nous indique exactement combien on dépense pour notre véhicule. Alors, j'ai fait l'exercice et j'ai entré dans le calculateur un véhicule comme si je venais de l'acheter, flambant neuf en 2021, que je fais 20 000 km avec par année. Le véhicule que j'ai choisi, il est
ni trop économique, ni trop luxueux. Il est quelque part entre les deux. C'est un petit VUS comme vous en voyez sur la route. Genre celui qui nous donne envie de célébrer le plaisir de conduire. Vous voyez la pub? Une fois que j'ai entré toutes les données de ce véhicule-là dans le calculateur, CA me dit que ce véhicule-là va me coûter 8 609,28 $ par année. Ce qui fait exactement, je vais vous faire le calcul live, 717,44 $ par mois. Vous vouliez pas attendre ça, hein? Outre le coût de possession pour un ménage, il y a aussi le coût pour la société. Ça coûte cher, le système routier au Québec. On a des grandes distances à parcourir. Effectivement, là, il ne faut pas penser que demain matin, il n'y aura plus de voitures. Sauf que si ça coûte 1 $ pour un individu de se déplacer en auto, la société paie 5,77 $. Ça coûte plus de 5 fois plus cher à la société qu'à nous, nos déplacements en voiture? Exactement, wow. En voiture, parce que l'entretien du réseau routier, ça coûte énormément cher. Puis il y a toutes les externalités. On parle des accidents de voiture, oui. On parle de la pollution atmosphérique. Tout ça mis en compte fait que c'est presque 6 fois plus cher. Presque 6 fois plus cher. Alors que si un individu, ça lui coûte 1 $ se déplacer en automobile, ça lui coûte 1,21 $ se déplacer en autobus. Puis si tu marches, les coûts sont encore plus réduits. Si tu marches, tu prends ton vélo, mais on est à peu près à 22 sous pour le déplacement qui te coûtait 1 $. Coûte pas cher nos jambes. Coûte pas cher nos jambes, énergie. Puis en plus, transport actif, transport collectif, ça fait de toi un individu en nettement meilleure santé. Ah! En faisant un aller-retour en transport collectif par jour, tu vas faire le tiers de tes pas quotidiens recommandés. Si on veut que le transport collectif et la mobilité durable, ça pogne, là, en bon français, faut pas juste investir dans le transport collectif, faut aussi réduire l'attractivité de la voiture. À chaque fois qu'on améliore le transport collectif, on améliore aussi les conditions pour les automobilistes, bien, il y a personne qui va faire le changement. Il y a plein de façons de rendre la voiture moins attractive. Il y a aussi réduire l'espace qu'on lui consacre. Puis ça marche. De la même façon qu'élargir les autoroutes ne règle pas la congestion, on appelle ça le trafic induit. Plus on ajoute de l'offre en capacité routière, plus il y a de capacité routière, plus les gens se disent « il n'y a plus de trafic, je vais en prendre ». Fait que finalement, on recrée les mêmes niveaux de congestion quelques années plus tard. Rajouter des voies pour les autos, ça marche pas, ça congestionne plus. Mais quand on enlève des voies pour les autos, ça enlève du trafic. Vous représentez les usagers essentiellement des transports collectifs. Vous êtes donc à même de savoir quelles sont leurs principales préoccupations. Quelles sont-elles? Bien, en fait, on veut que ce soit facile d'utiliser le transport collectif. Là, avec la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont changé leurs habitudes de déplacement. Il va falloir les convaincre de revenir. Il faut que ça soit facile. Il faut qu'il y ait des titres de transport qui soient adaptés au télétravail, au fait qu'on revient 2-3 jours par semaine au bureau. Mais il faut aussi que l'ensemble des modes conjugués, additionnés, permettent de faire des trajets qui soient réalistes et faciles pour les usagers. Il y a des gens qui se sont éloignés aussi. Il va falloir régler cet enjeu-là. Quand on est dans les quartiers centraux, c'est assez facile. Il y a beaucoup de services. Quand on est plus loin, mais il faut conjuguer peut-être plus de modes. Peut-être que la solution un peu plus éloignée, comme toi, tu parlais, l'Assomption. L'Assomption, oui. Peut-être que la solution pour toi, c'est de prendre une voiture, la tienne ou avec ton voisin, puis de te rendre jusqu'au stationnement incitatif. Il y en a un au Cinéma Goudzo à Terrebonne. Ouais. Là, tu vas prendre un autobus qui va t'emmener là, dans du luxe, là, un gros autobus confortable en voie réservée jusqu'à Radisson. Hey, j'apprends ton existence aujourd'hui, puis je passe devant tous les jours presque. Mais c'est peut-être ça que j'ai envie d'envoyer comme message aux gens qui sont pas des usagers, mais qui sont pas fermés à l'idée, qui ont juste l'impression que c'est pas pour eux parce que ça répond pas à leurs besoins. Faut faire la recherche parce qu'il y a plus de services que vous pensez. C'est pas toujours très visible quand on le cherche pas à le voir, on le voit pas tant que ça, le transport collectif. Mais je le réalise en parlant avec toi, là. Et faut l'essayer, mais pas juste une fois. C'est un peu ardu juste une fois parce que tu vas te chercher, tu sauras pas c'est quoi le bon chemin. Puis là, même dans la station de métro, tu vas chercher quel bord je prends, puis tout ça. Fais une semaine. Là, déjà, la deuxième journée, tu vas être rodé. Puis là, le vendredi, tu vas te dire, mon Dieu, c'est non, mais simple, tout ça. T'sais? Est-ce que j'avais une voiture? Exactement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin encore? À force de faire ce balado et de rencontrer des gens, je réalise à quel point je suis un dinosaure avec ma voiture. Mais en même temps, je suis là pour apprendre. Puis je suis là, puis je sais que je représente beaucoup de gens dans le sens où je le vois bien quand je suis pris dans le trafic, là. La quantité de voitures autour de moi avec une seule personne à bord, puis que la fameuse voie réservée pour 2 ou 3 passer sa flamme, puis il n'y a jamais personne dedans aussi peu. Mais je vais te dire quelque chose, tu as dit quand je suis pris dans le trafic. T'es pas pris dans le trafic, Stéphane. Tu es le trafic. C'est vrai qu'en disant je suis pris dans le trafic... C'est un phénomène externe à toi. Tu as bien raison. C'est vrai qu'on parle de ça comme si c'était quelque chose qui
qui est à l'extérieur de nous, mais c'est créé par notre utilisation de la voiture. Là, dont la mienne à ce moment-là. Dont la tienne à ce moment-là, exactement. Puis la voie réservée à côté est réservée au covoiturage, aux taxis, aux autobus. Tu dis, il y a à peu près personne dedans, mais c'est là. Le besoin des usagers, là, c'est de s'assurer que quand on met une voie réservée, on met aussi du service bus de qualité. Il faut qu'il y ait de la fréquence sur ces lignes-là. Depuis tantôt, je parle d'application, prendre ton téléphone puis compétitionner ta voiture. Il faut s'assurer que ça laisse personne derrière. Il y a des gens qui sont pour différentes raisons, pas à l'aise avec la technologie. Ils n'ont pas les moyens financiers de les avoir. Ils n'ont pas... Il faut que ces gens-là puissent être des utilisateurs de la mobilité intégrée aussi. Tout à fait. Donc, chaque fois qu'on facilite l'usage du transport collectif à travers des moyens technologiques, il faut laisser personne derrière. Il faut qu'il y ait encore un endroit où on peut acheter ce titre intégré de tous les modes dans un kiosque où on va parler avec un humain. J'aurais tendance à dire enlever aucun des moyens qui existent, toujours juste en ajouter. Fait que les gens qui sont attachés à leur dépliant papier, même si c'est casse-pied parce qu'il faut les mettre à jour toutes les fois que les horaires changent, puis que c'est plus compliqué de communiquer avec ces gens-là, il faut s'assurer de garder ça pour tout le monde parce que sinon, on va laisser des gens derrière puis c'est pas ça qu'on veut. Il faut que ça soit un vecteur d'inclusion, la mobilité intégrée. Juste écouter le ton que tu emploies pour parler de ça, j'ai l'impression que c'est un cheval de bataille important chez la Trajectoire Québec, que ce soit pour tout le monde et pas juste ceux qui sont habiles avec la technologie. Bien, il faut que ça soit pour tout le monde parce que il y a plusieurs raisons pour lesquelles on développe du transport collectif. Il y a, oui, pour notre impact environnemental, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment. On en entend beaucoup parler. C'est beaucoup dans le plan environnemental du gouvernement du Québec, notamment. Mais il y a aussi une composante sociale au transport collectif. C'est un filet important, un maillon important du filet social. Il y a des gens qui possèdent pas de voiture par choix, par incapacité financière. Ces gens-là ont droit à la mobilité, ont le droit de se déplacer de façon fluide, facile, agréable, conviviale. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis moins on met du transport collectif, moins on offre des alternatives à la voiture, bien plus on laisse des gens derrière parce que si on n'est pas capable de se déplacer, bien souvent on va avoir de la difficulté à rejoindre les services. Il faut laisser personne derrière, puis ça inclut, oui, l'accessibilité financière, mais ça inclut l'accessibilité physique. Donc, il faut que quelqu'un à mobilité réduite ait accès à l'ensemble des modes, l'accessibilité universelle aux stations, mais ça va plus loin que ça, l'accessibilité universelle, ça va aussi dans les technologies. Il faut que notre application pour les personnes non-voyantes, par exemple, ça soit compatible. Il faut que, où on achète nos titres, les bornes de recharge pour sa carte puce, il faut que ça soit compatible avec les lecteurs pour les personnes non-voyantes. Il faut que ça soit à des hauteurs accessibles. Il faut vraiment penser... Pour les malentendants pour aussi. Les malentendants, évidemment. Il faut vraiment penser à l'accessibilité de tout le monde. Quand on parle de mobilité réduite aussi, on parle des parents avec des poussettes. Il faut que les modes, ça soit compatible avec la réalité de l'ensemble des usagers. Bien, ce qui m'inciterait davantage à utiliser le transport en commun, c'est que ce soit plus facile. C'est que c'est tellement compliqué de chercher les horaires, les heures d'autobus, les heures d'arrivée, jusqu'à quelle heure on peut. Si c'était clair, il me semble que je l'utiliserais plus. Mais c'est sûr que si on proposait des itinéraires qui jumelleraient plusieurs types de transports puis qui seraient tout aussi rapides, sinon plus, bien c'est sûr que ça m'inciterait à le prendre plus souvent. J'ai mon auto, je vais travailler en auto, j'ai un stationnement aussi à mon travail, donc c'est très facile d'accès pour moi. Oui, s'il y aurait moins de retard, s'il était plus à l'heure, effectivement, ça m'inciterait plus à prendre le transport en commun. Bienvenue dans l'autobus. Je suis présentement assis dans le fond de l'autobus, la place que je visais quand j'étais en secondaire 4 et 5. Là, je vais toujours être assis en arrière. C'est là que je suis. Et comparativement à ma voiture, présentement, la vue est exceptionnelle. Le confort est relativement là, je dois le dire. Et chose bien importante pour moi, ça c'est mes critères à moi, mais ça sent bon. Non, mais un transport qui pue, on veut pas ça. Là, ça sent bon, c'est agréable. C'est bien évident que si on veut que ça fonctionne, si on veut que ça soit efficace, puis on veut convaincre le plus de monde possible, il faut penser à une solution simple. Est-ce que ça réside dans le creux de ma main avec une application dans mon téléphone qui fait en sorte que, avec un seul paiement, je peux prendre le train, le métro, le bus, le taxi, le communauto, la trottinette électrique, nommez-les? Est-ce que c'est une carte opus qui fait la même chose, mais bon, j'ai besoin d'une carte? C'est quoi la solution? Parce qu'il va falloir en trouver une qui est vraiment simple, efficace, voire sexy, si on veut convaincre ceux qui n'utilisent pas le transport collectif de le faire. Genre moi, mettons.
Vous avez, en 2017, instauré une nouvelle façon de payer les transports en autobus en incluant la possibilité de payer directement avec une carte de crédit. Bon, faut dire qu'on était la première société de transport au Canada à implanter un système comme ça. Guy Picard est le directeur général de la Société de transport de Laval et il est détenteur d'un doctorat en économie des transports. La carte de crédit, ça permet des déplacements spontanés. On voit l'autobus, on en a besoin, on ne sait pas combien ça coûte, c'est pas grave. On tape, on prend la carte de crédit. Donc, ce frein-là entre l'utilisateur qui n'est pas un professionnel, l'occasionnel, et le transport collectif, on vient d'éliminer. Ça permet donc de susciter des déplacements qui n'auraient pas eu lieu parce qu'ils auraient été un peu complexes, parce qu'il y a un frein entre l'utilisateur et le mode de transport. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans en ayant comme trame de fond, on se disait, il va y avoir certainement des déplacements occasionnels qui vont se faire qui ne se seraient pas faits sinon. Est-ce que vous avez eu quand même un certain retour de la clientèle? Est-ce qu'il y a des gens qui vous sont revenus en disant qu'ils appréciaient le service, qui trouvaient que l'utilisation était plus simple grâce à ça? En fait, il y a deux retours. Il y a un retour de la clientèle et un retour des chauffeurs aussi. Le retour des chauffeurs, ils disent, bon, c'est beaucoup plus simple. C'est plus rapide aussi. Du côté du client, nos enquêtes, nos sondages, parce qu'on a sondé les clients, à plus de 95%, les gens disent oui, c'est super le fun. Étendez ça à l'ensemble du réseau, on en veut de ça. Et ce que les gens nous disaient, ce que les chauffeurs aussi nous disaient, ce que tout le monde nous disait, c'est mais quand est-ce que vous allez mettre ça avec la carte de débit? On travaille là-dessus. Et ce qu'on vise, c'est que cet automne, les gens avec une carte de débit puissent utiliser notre réseau. Donc là, on vient d'aller chercher toute une grande palette de clients de plus jeunes qui n'ont pas de carte de crédit. Ça va être encore un élément positif pour faciliter l'accès à notre réseau. Et je pense que c'était une excellente idée parce que vous avez gagné le Grand Prix d'excellence décerné par l'Association québécoise du transport, la QTR. Ça doit faire du bien, ça, de gagner un prix quand on a une bonne idée. C'est une bonne... Non, on était content de gagner ce prix-là. Mais comme j'ai dit lors de la réception du prix, j'ai dit c'est quand même incroyable qu'on gagne un prix parce qu'on permet aux gens de payer de la même façon que les gens peuvent payer dans n'importe quel dépanneur du coin depuis 30 ans. Ça montre que notre industrie aurait peut-être besoin de se reprendre en main, d'être plus créative. Non, mais c'est vrai que l'idée de payer par carte de crédit en prenant l'autobus, il y a quelque chose de tellement évident avec ça qu'on se demande comment ça se fait que ça n'a pas existé avant 2017, hein? Une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas de validation. On peut pas faire de validation en ligne. Donc, il y a une part là, de contrôle qu'on perd. Hein. Mais effectivement, on aurait dû faire ça depuis longtemps. On doit fonctionner avec un système, le système Opus, le système actuel, qui est pas un système qui est très, très intelligent. Parce que l'intelligence du système se retrouve sur la carte. Et sur une carte, c'est limité ce que vous pouvez mettre comme intelligence. Oui, c'est plus de l'information, en fait. Il y a moins de... c'est plus comme un... C'est ça. La carte, elle sait que vous prenez l'autobus, mais elle sait pas où vous en allez. Elle sait pas combien de fois vous allez le prendre dans le mois, ni combien de fois vous allez le prendre dans la journée. Un système intelligent, lui, il saurait que aujourd'hui, vous avez fait 5 déplacements, ben vous avez assez payé. Rendu à carte, on pourrait peut-être vous dire, ben maintenant, vous payez plus. Elle pourrait vous dire ça. Un système intelligent pourrait vous dire ça. Mais ça, il faut que ça soit traité a posteriori. Mm-hmm. Donc, l'avenir, c'est d'avoir un système intelligent basé sur, par exemple, ce qu'on appelle un compte client, où on va regarder vos déplacements à la fin de la journée ou à la fin du mois, puis on va vous dire, ben, on va vous donner le meilleur tarif en fonction de l'utilisation que vous en avez fait. L'autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est qu'on peut vouloir dématérialiser la carte Opus pour la mettre sur votre téléphone. Donc là, vous avez plus besoin d'avoir une carte, vous avez tout ça sur votre téléphone. Mais on peut pas ne faire que ça parce que c'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent. Il faut toujours considérer qu'on a une frange de notre clientèle qui n'a pas les moyens ou qui ne veut pas avoir un téléphone intelligent. Donc, on doit lui permettre d'utiliser un autre mode de paiement. Donc, il faut toujours faire cette balance-là entre la technologie, ceux qui possèdent la technologie, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir la technologie, ceux qui ne comprennent pas la technologie, ceux qui n'en veulent pas. Donc, il y a un équilibre à avoir. Est-ce que vous savez si votre idée a inspiré d'autres sociétés de transport, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde? Quand on a fait l'annonce de notre projet,
J'ai parlé avec des gens de Mastercard qui avaient reçu un téléphone de Moscou. Il y avait des gens qui voulaient savoir comment ça fonctionnait. Eh bien. Mais non, on a sûrement donné des idées. Mais ça existait aussi à d'autres. Il y a des endroits où ça existait. À Londres, ça existait avant nous. Mais au Canada, on a été les premiers. Mais Vancouver, ensuite, il a été. Toronto, je sais qu'ils travaillent là-dessus. Toronto travaille sur un projet pilote de carte de débit. Mais on a été les premiers à avoir la flotte au complet. Tout le monde est en train de travailler là-dessus parce que je pense que c'est juste normal d'aller là. Hein? Absolument. Qu'en 2022, on ne puisse pas payer qu'une carte de crédit dans un autobus, là, ça n'a comme pas de bon sens. C'est vrai que c'est absurde d'y penser, en fait. Parce que pour charmer les utilisateurs, pour leur donner envie de peut-être délaisser la voiture pour l'autobus, c'est certainement un argument. Les autobus, on les croise, puis on a l'impression que c'est le même système depuis toujours, mais on réalise pas qu'il y a un travail de moine derrière pour améliorer le service, pour mieux comprendre le service, pour mieux desservir la population, finalement, avec toutes sortes de petits détails, comme entre autres, vous me dites que sur votre panneau, l'autobus devient rouge quand il est en retard. C'est quand même, arriver à un système comme celui-là, c'est pas banal quand on y pense, là. Ça a été une des plus grandes révolutions. Le temps réel, le positionnement des véhicules, c'était une des plus grandes révolutions qu'il y a eu dans le transport collectif. La synchronisation des flux de circulation, la communication avec les autobus, c'est une deuxième révolution. Et la troisième révolution, on est en train de la vivre, là, c'est l'électrification des flottes de véhicules. Et ça, c'est majeur, ça. Quand on pense à l'électrification, on peut penser à quelqu'un qui branche sa Bolt dans le mur quand il arrive chez lui, là. Mais électrifier une flotte d'autobus, électrifier un garage, c'est gros. C'est majeur. Oui, j'ai besoin de 4 titres, s'il vous plaît. Merci. Ce que je comprends avec les intervenants que je viens de rencontrer, c'est que si on veut que ça fonctionne, au-delà du fait que les partenaires doivent s'entendre et se tenir par la main, ben, il faut écouter le citoyen utilisateur. Il faut savoir ce qu'il veut, il faut savoir ce qu'il demande, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est le premier outil, peut-être même le plus important, pour arriver à développer un système de mobilité intégrée qui fonctionne. Là où ça fonctionnait ailleurs dans le monde, c'est ça qu'on a fait. On a écouté les gens qui utilisent et qui veulent utiliser le système de transport collectif. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir un système qui fonctionne. Bon, c'est arrivé. Dans le prochain épisode, on va découvrir comment les données sur les habitudes de déplacement permettent d'optimiser la planification des réseaux de transport ainsi que l'aménagement réfléchi de nos villes.